Et qui sera celui de M. Van Miert. Je vous remercie. Monsieur Van Miert. Je vous remercie, Monsieur Simonet, Madame Spark. Je donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain soir pour un autre face-à-face encore. Philippe Busquin face à Olivier Deleuze. C'est Henri Cougnard qui animera ce débat. Bonne soirée. Gorbatchev-Mitterrand, mondanité et négociation. Atlantis, de belles images pour un départ secret. Notre invité ce soir, Claude Voltaire. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous accueillons en effet ce soir Claude Voltaire, dont le dernier spectacle, Froufrou, Dentelle et Gomina, vient de démarrer à Bruxelles. Claude Voltaire fête cette année ses 36 ans de théâtre, ce n'est pas rien. Mais le titre de cette dernière édition, c'est encore la visite du premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique à Paris. Détendu, souriant, parfaitement à l'aise, Mikhaïl Gorbatchev, comme d'ailleurs aussi son épouse, en sont au deuxième jour de leur visite officielle à Paris. Pour parler simplement, tout baigne. François Mitterrand est opposé au projet américain de la guerre des étoiles, et même si ce n'est pas pour les mêmes raisons que l'Union soviétique, c'est quand même un point d'acquis. Les allusions aux droits de l'homme ont laissé de marbre le numéro 1 soviétique, qui a plutôt mis l'accent sur des propositions nouvelles, et plutôt surprenantes d'ailleurs, de réduction de l'arsenal nucléaire et de limitation des armements en Europe. Mais Claude Van Engeland s'est attaché surtout pour notre dernière édition aux à-côtés du voyage de Mikhaïl Gorbatchev. Il vient de nous donner ses dernières impressions par téléphone. Pour recevoir Mikhaïl Gorbatchev et sa femme Raïssa, la France a mis les petits plats dans les grands. Et l'accueil officiel ici à Paris est à la mesure de l'immense nation dont M. Gorbatchev est le représentant. Dans le jargon du ministère français des Relations extérieures, cela s'appelle cérémonie de type grand apparat. Dans la pratique, cela se concrétise par des milliers de drapeaux soviétiques qui ont été déployés dans tout Paris et la présence de la garde républicaine en culotte blanche et casque à crinière. 5 kilomètres de barrières métalliques ont été installés le long des itinéraires qu'emprunte le cortège officiel. Chaque fois que M. Gorbatchev se déplace, la police parisienne dégage les rues qu'il emprunte, ce qui provoque des embouteillages dont les Parisiens garderont pendant longtemps encore le souvenir. M. Gorbatchev roule en Peugeot. Il faut dire que sa limousine soviétique, amenée spécialement de Moscou, a rendu l'âme hier soir. Et les mécaniciens de l'ambassade du RSS n'arrivent pas à la remettre en route. Ce soir, M. et Mme Gorbatchev sont les hôtes à dîner de M. et Mme Mitterrand dans le cadre prestigieux du château de Versailles. Suprême courtoisie du gouvernement français à l'égard de ses hôtes, toutes les manifestations ont été interdites dans Paris jusqu'à la fin de la semaine. Et 4000 policiers se chargent d'emmener au bloc tous ceux qui font mine de déployer des banderoles portant des slogans anti-soviétiques. Seules quelques centaines de contestataires ont pu se réunir hier soir au Palais des Congrès pour assister à la projection d'un film sur Andreï Sakharov. Les dirigeants français ont limité au strict minimum les allusions au non-respect des droits de l'homme en URSS et ce midi, Laurent Fabius a donné à M. Gorbatchev une liste contenant les noms de 7 citoyens soviétiques qui sont poursuivis dans leur pays pour leurs idées. C'était Claude Van Engeland à Paris pour le JT. Des États-Unis viennent d'arriver les premières réactions du président Reagan. Il prend visiblement M. Gorbatchev et ses propositions très au sérieux. Cette idée de démanteler une partie des SS-20 constituerait, a-t-il dit, un changement de position de l'Union soviétique.
Les États-Unis ne sont pas opposés non plus à des négociations directes entre la France, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique. Et enfin, c'est décidément un bon jour, les États-Unis acceptent la proposition de la Belgique et des Pays-Bas de réunir un conseil ministériel de l'OTAN avant la rencontre Reagan-Gorbatchev. De petits pays comme le nôtre, tenus à l'écart de la réunion des grands pays industrialisés, pourront ainsi dire leur mot, notamment sur les euromissiles. Après tout, ça nous concerne et directement. Mais il ne faudrait pas croire pour autant qu'on démilitarise. Au contraire, avec le lancement aujourd'hui de la 4e navette Atlantis, c'est un pas de plus qu'on a fait vers la militarisation de l'espace. En effet, Atlantis est une navette militaire. Son départ aura été beaucoup plus discret que de coutume, ce qui n'a pas empêché les opérateurs de la NASA de nous en donner des images tout à fait extraordinaires. Jusqu'au moment du départ, la navette était bien gardée et personne n'était au courant du moment du lancement. Ceci pour rendre la tâche plus difficile aux satellites et aux navires espions soviétiques qui surveillent les activités du Cap Canaveral. Finalement, la navette a décollé vers 11h15, heure locale, avec 3 astronautes à bord, tous américains. Le commandant de bord, Carol Bobko, en est à sa 3e mission dans l'espace. Atlantis doit lancer 2 satellites militaires destinés à transmettre les messages du président des États-Unis à l'ensemble des forces stratégiques américaines dans le monde. Il s'agit de satellites d'un type nouveau qui permettent de communiquer avec des stations terrestres, mais aussi avec des avions ou des navires. Chaque satellite coûte 100 millions de dollars. La durée de la mission d'Atlantis n'a pas été révélée par la NASA. Pour le reste de l'actualité internationale que va nous résumer maintenant Hugues Lepage, ce sont toujours les conséquences du raid israélien sur l'état-major de l'OLP en Tunisie qui tient la vedette. Les délégués israéliens ont répété au Conseil de sécurité, et vous allez le voir à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, qu'ils avaient la preuve de la responsabilité de l'OLP dans le dernier attentat anti-israélien à Chypre et que cela justifiait leurs représailles. Ils n'ont pas convaincu. Yitzhak Shamir se dirige vers la tribune, un pas décidé pour une politique du pire. Image de l'isolement, les bancs se vident, les travées abandonnés condamnent ce que le ministre israélien veut à tout prix justifier. C'est l'un des chefs de la Camorra, la mafia napolitaine. Il est devenu le suspect numéro 1 dans l'organisation de l'attentat du rapide Naples-Milan. Hier soir, la police l'a arrêté avec 8 autres personnes, toutes liées à la fois à la Camorra et à l'extrême droite italienne. Ce n'est pas la première fois qu'on relève les liens entre le milieu et des groupes néofascistes. Mais jusqu'ici, tous les attentats d'extrême droite, y compris celui du train Naples-Milan, et qui ont fait des dizaines de victimes, sont restés impunis. Réunion de l'OPEP aujourd'hui à Vienne. Les 13 ministres du pétrole doivent discuter du prix du brut et des augmentations de production demandées par plusieurs membres de l'organisation. Au centre de la discussion, l'attitude de l'Arabie saoudite qui a négocié ces derniers mois d'importants contrats d'exportation à des prix inférieurs aux prix officiels de l'OPEP, mais qui correspondent à ceux du marché libre. En dépit de la répression, ils continuent de manifester. Ils, les Chiliens, qui s'opposent à la dictature. Ici, les étudiants de Santiago qui se retrouvent une nouvelle fois pour protester contre le régime du général Pinochet et l'arrestation de plusieurs de leurs dirigeants. Les affrontements avec la police ont été très violents. 38 manifestants ont été arrêtés. Miracle à Mexico. 14 jours après le tremblement de terre, les sauveteurs ont repéré la trace d'un garçon de 9 ans toujours vivant sous les décombres d'un immeuble. Silence des secouristes. Ils essayent d'entendre l'enfant avec qui ils ont déjà pu parler. Recherche des chiens. Énergie de l'espoir pour entreprendre de nouveaux travaux qui doivent permettre d'arriver jusqu'à l'emmuré du séisme. Aux dernières nouvelles, cet enfant ne serait pas encore dégagé. Il faudra attendre demain, un jour de plus, pour savoir si ces belles images ont eu un dénouement heureux. On n'a plus de nouvelles non plus des 3 otages soviétiques détenus au Liban. Mais on vient d'apprendre par contre qu'un accord serait intervenu entre factions rivales pour mettre fin aux hostilités à Tripoli. Cela pourrait peut-être donner aux diplomates soviétiques une chance sérieuse de rester en vie. Et enfin, pour en terminer avec ce chapitre international, un nouveau massacre de paysans aurait eu lieu au Pérou. L'armée aurait tué 63 paysans, parmi lesquels 35 enfants. Mais le commandement militaire affirme, bien sûr, que tous les morts, sans exception, étaient des guérilleros du Sentier lumineux.
En Belgique, le prix de la viande de bœuf et de porc devait être libéré le 1er octobre. Il ne le sera pas tout de suite parce que les bouchers ne sont pas d'accord du tout avec la mesure d'accompagnement de cette libération des prix qui, en soi, les arrange. Ils ne veulent pas délivrer de facture à chaque client. Le chômage est en baisse en ce mois de septembre. Selon l'ONEM, il y aurait 6 501 chômeurs de moins qu'en août. C'est surtout en Flandre et un peu à Bruxelles que leur nombre a diminué. Par contre, il y en a un bon millier de plus en Wallonie. La FGTB conteste déjà ces chiffres de l'ONEM. Elle estime qu'en réalité, le chômage s'est encore accru. On ne comptabilise pas, en effet, les chômeurs âgés de plus de 50 ans. Aux ASEC de Charleroi, on pavoise. Une filiale du groupe belge vient d'arracher une part importante du programme de modernisation du réseau téléphonique du Portugal. Bonne nouvelle aussi pour l'Église de Belgique. Le bilan du voyage du pape est tout à fait positif. Il a rapporté finalement 28 millions. Un maréchal des logis de la gendarmerie vient d'être exclu du corps. Il était étroitement lié au mouvement d'extrême droite Westland New Post. Et après toutes ces informations éminemment sérieuses, un petit sourire, si vous le voulez bien. Edmond Blatchen est allé visiter pour vous une exposition qui vient d'ouvrir ses portes à Bruxelles. Une exposition vraiment pas comme les autres. Bas les masques. Qui se cache derrière celui-ci? Derrière celui-là? Quel président? Quel sénateur? Quel député? Quel candidat? Réponse du 4 au 12 octobre au hall Dynastie du Palais des Congrès de Bruxelles. Discrétion électorale oblige, pas question pour nous, en dévoilant l'identité des auteurs de ces chefs-d'œuvre, ou mieux peut-être de ces œuvres de chef, de risquer même innocemment une propagande gratuite pour tel ou tel prétendant au scrutin du 13 octobre. Mais les plus perspicaces d'entre vous pourront sans doute deviner, sinon le nom des créateurs, du moins la couleur de leur inspiration. Il y a en effet des bleus, des verts ou des rouges qui, pour qui sait lire entre les traits de pinceau, parlent d'eux-mêmes, cela va sans dire. Clou de l'exposition, la vente aux enchères du 9 octobre à 20h au profit intégral des organisateurs, les responsables du CREAM, une ASBL de promotion artistique des moins valides qui, avouez-le, ne manque pas de fantaisie. Avis aux acheteurs et aux amateurs d'art brut, les soumissions sont d'ores et déjà ouvertes. Avis aussi aux fanatiques du jeu, des prix alléchants seront offerts aux meilleurs pronostiqueurs, ceux qui, avant la mise à prix, auront désigné le masque le plus cher. Les paris sont ouverts. Citoyens, faites vos jeux. Pas de nouvelles sportives ce soir. Vous savez déjà, si vous êtes amateur de football, que nous avons toujours 4 clubs en Coupe d'Europe. Mais Michel Lecomte a assisté pour nous au lancement d'une opération bien sympathique, les Jeux de printemps. Hier, les 150 personnes engagées dans le cadre du projet, ceux qu'on appelle déjà les ambassadeurs des Jeux du printemps, ont participé à une grande répétition générale. À leur programme, ce qui constituera la première phase de leur travail, les 6 tests de base qui définiront les aptitudes de chaque enfant. Tests auxquels succéderont d'autres tests dans 8 disciplines choisies pour couvrir tout l'éventail sportif. Un programme complet mis au point par le COIB. Un des défauts de notre système éducatif est que nous n'équipons pas ces jeunes pour la 3e période de leur vie, pour la dernière période de leur vie. Sport pour tous, cela veut dire sport pour tout le monde, mais sport pour toutes les époques de la vie. C'est ce que j'ai essayé de délimiter, de fixer dans ces Jeux du printemps. Ce n'est pas une recherche des talents, comme on a voulu le dire à un moment donné, en disant, oui, il fait comme la DDR, il fait comme les Soviétiques, il fait comme les Italiens. Non. S'il y a des talents, notre devoir, comité olympique, est bien sûr de les protéger, de les diriger, de les aider. Mais le but essentiel, c'est, et j'insiste là-dessus, de donner à chacun l'occasion de rencontrer le jeu, le sport qui lui convient. Au niveau de la crédibilité des tests, Une fois n'est pas coutume, on a même pensé à mettre les moyens nécessaires en œuvre, une bonne centaine de millions, et une centaine d'éducateurs, tous enthousiastes et volontaires, ont été lancés dans cette opération à laquelle on ne peut que souhaiter le plus grand succès. Le plus grand succès, c'est un mot qui va bien à notre invité de ce soir, Bernadette, puisque nous accueillons Claude Voltaire. Un homme qui a 36 ans de métier, de théâtre. – 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 –– –– – –– 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 – 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
Peut-être même en voyant les images là que nous venons de voir, moi qui suis un passionné de Louis XIV, j'imagine le sourire dédaigneux qu'il doit avoir en voyant se balader dans les murs de son palais tous ces jolis petits parvenus qui usent de Versailles, comme s'il n'avait pas des reproches à lui faire. Et ça vous fâche? Bon, ça ne me fâche pas, ça m'amuse, mais enfin, bon, voilà. Alors, non, vous savez, on n'a jamais la sensation qu'on est un homme à part, même si on fait tout pour l'être. Non, je crois qu'on est un homme à part entière, ça c'est tout à fait différent, et que tous les matins, on essaye d'être, de correspondre à ce qu'on est, ce qu'on sent. Vous savez, c'est les enfants qui nous donnent des grandes leçons. Pourquoi est-ce qu'on aime tant les enfants au départ? Parce qu'ils vous étonnent. L'enfant qui prononce pour la première fois un mot, ou qui marche pour la première fois, en fait, alors que des millions d'hommes ont fait ça avant eux, eh bien, je crois qu'il faut essayer d'étonner tous les matins. Mais il ne faut pas se dire, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour étonner? Alors, il faut étonner quand la circonstance se présente, et puis voilà, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous ramenez ce XVIIe siècle toujours à vous? Pourquoi êtes-vous si mal dans votre époque, Claude? Oui, je crois que je suis très mal, parce que j'ai fait du théâtre pour fuir cette époque, justement, pour pouvoir vivre d'autres vies. Parce que j'ai dit un jour que Claude Voltaire ne m'intéresse pas, et c'est vrai, qu'en me levant le matin, monsieur qui est dans la glace, là, avec tout ça, vous voyez, là, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est d'être Louis XIV, c'est d'être Louis XV, c'est d'être un pauvre paumé, c'est d'être autre chose que Claude Voltaire. C'est pour ça qu'on fait du théâtre. Enfin, Villars posait toujours la question aux acteurs, est-ce que vous faites du théâtre pour vous fuir ou pour vous retrouver? Alors moi, je crois que j'ai fait du théâtre pour me fuir. Et pourquoi faites-vous toujours des reprises? Vous êtes l'homme des grandes reprises. Oui, on a l'impression que vous avez envie de jouer que certaines pièces, toujours les mêmes. Oui, et je crois que je vais aller de plus en plus vers ça, parce que je crois que dans une vie d'acteur, et qu'on a pu choisir ses rôles, on a choisi le plus possible des grandes choses et de ce qu'on aime, des choses avec lesquelles on fait mariage total, et que ce mariage total n'est jamais une union tout à fait finie au bout de la série. On a des choses à redire, et je m'aperçois que quand je reprends soit La Reine Morte, soit Le Cardinal d'Espagne, soit des grandes œuvres, quelles qu'elles soient, soit même des Gaudrioles, on va au bout, on dit tiens, ça j'avais pas vu. Et c'est ce qui m'étonne toujours quand on me dit mais enfin, pourquoi faites-vous une reprise? C'est une question qu'on ne poserait jamais à Von Karajan en lui demandant pourquoi vous reprenez encore la 9e de Beethoven. Et on la pose aux acteurs. Mais parce que nous qui ne sommes pas allés au bout, il faudrait que le public, lui, ait été au bout en une seule soirée. C'est dément. Quelle beauté peut-il avoir perçu à une seule audition d'une grande œuvre? C'est pas possible. Il doit revenir. On va écouter Molière 100 fois, on va écouter Monterland 1000 fois. Il me semble qu'on y trouvera à chaque fois des choses nouvelles. C'est pour ça que je veux revivre ces expériences-là. Alors, vous parliez de Gaudriole il y a quelques instants. On joue chez vous en ce moment une joyeuse Gaudriole. Froufrou, Dentelle et Gomina. Oui. C'est aussi une reprise, puisque vous l'aviez montée au Théâtre 140 sous une forme différente, car vous ne reprenez jamais deux fois de la même manière un spectacle. Je ne joue même pas deux soirs de suite. De la même façon, on m'en fait assez souvent le reproche, mais parce que je crois que tout ça est une question d'humeur et du moment. Je crois que le théâtre, c'est une partie, et on joue avec ce qu'il y a dans la salle, et vous ne remettez pas tous les soirs au tennis la balle dans le même endroit, donc il faut la rattraper là où elle tombe. Alors, le Froufrou, Dentelle et Gomina, qui est une œuvre de Courteline, a une espèce de sourire au-dessus, comme ça, de l'acide sulfurique en dessous, parce que M. Courteline était loin d'être un homme tendre. On m'a d'ailleurs même un peu reproché d'avoir farci tout cela de jolies chansons 1900 pour faire un peu passer le bonbon acidulé. Et le public le comprend très bien. Et de fait, je le verse en 1900, et 1900 n'était pas seulement la belle époque, l'édifiante. Parce que vous savez, la belle époque, c'est toujours celle qui est passée. On va voir quelques images, et la chanson, pour commencer, est une chanson qui vous plaît beaucoup, Claude, et que nous pourrions presque chanter tous les trois. Ils sont 5 à la chanter. On pourrait s'y mettre. On la connaît bien. J'ai peur de chanter faux. Eux aussi. Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, mon fils, mon frère, voir la revue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, encore nous sommes mis en route. Ma femme avait pris le devant, moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait emporter pour pouvoir roulanter. D'abord moi je portais les pruneaux, et moi je portais le jambonneau. Ma belle-mère comme Pico, avec une tête de veau. Mon fils au chocolat, et moi de prise sur le plat. Et j'ai content, nous allions triomphants, en allant à l'enchant de cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter
Tu es plus bête qu'un troupeau d'oies. Je suis plus bête qu'un troupeau d'oies, coin, coin. Je suis plus bête qu'un troupeau d'oies, coin, coin. Ah, et puis ne ris pas, hein? Ou alors les choses vont se gâter. La peur des coups, la peur des coups. Bien sûr, oui, la peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. C'est de moi que tu parles. Non, du frotteur. Moi, je n'ai pas de sang dans les veines. En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte. Et je n'ai pas de sang dans les veines. D'ailleurs, c'est bien simple. Où est l'encre? Quoi? Où est l'encre? Bah, sur le lit, ça m'étonnerait. Là. Je ne voulais pas donner suite à cette affaire. Ah, je m'en doute. Me réservant de dire sont faites à ce monsieur le jour où je le rencontrerai. Et puisque tu prends de cette manière, c'est une autre paire de manches. Je vais vous faire voir à tous les deux, à cet imbécile et à toi, si j'ai du sang dans les veines, oui ou non. Et si je suis un monsieur qui a peur des coups. Monsieur, vous êtes le dernier des goujats et le dernier des paltoquets. Ne fais donc pas l'intéressant, tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. Et son nom et le numéro de son régiment, ça me suffit. Vous avez la Légion d'honneur? Qui? Moi? Quelle horreur! Mais alors, ça? Ah! C'est un pense-bête. J'ai la mémoire assez indocile, je vous dirais, et la tendance à faire l'école buissonnière. Douce ruban, quand le besoin s'en fait sentir, qui la rappelle au sentiment de sa mission. C'est nouveau et ingénieux, supérieur au mouchoir corné, qui perd toute efficacité si vous n'êtes affligé du rhume de cerveau, et à l'épingle sur la manche, qui a le tort de vous signaler comme étourneau à la raillerie des imbéciles. Soit! Mais si Ruban ne vous signale pas à la raillerie des imbéciles, il peut vous signaler à l'attention des juges et vous valoir 6 mois de prison. Enlevez-moi ça, hein? Une question, Claude Voltaire, si vous le permettez. Vous êtes un homme de texte d'habitude, et même de grands textes. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de revenir à une sorte de cabaret littéraire où s'illustrent d'habitude les comédiens amateurs? Mais parce que je crois que justement, Courteline, c'est un grand texte. C'est un grand texte au travers d'eux. Il faut peut-être essayer de le découvrir au travers de ce plâtrage qu'est l'apparence théâtrale. Mais c'est un grand texte, Courteline. Courteline est devenu un grand classique maintenant. Et ça permet en plus aux acteurs une fantaisie débridée et totale. Ce petit extrait ne peut pas vous en donner une idée très précise, mais les acteurs, je leur ai dit, débondez-vous, amusez-vous, inventez tous les soirs, non pas du texte, mais inventez le personnage, et je crois que c'est ce qui fait l'amusement du public, parce que j'entends le public rire beaucoup, et je suis retourné moi-même il y a 3 jours regarder un tout petit peu après avoir perdu le spectacle de vue. Eh bien, ils m'ont beaucoup amusé parce que c'est plein d'inventions et c'est plein de drôleries. Alors je crois que vous savez, on ne peut pas estimer que les grands textes, c'est automatiquement quelque chose de sévère. C'est plein d'humour aussi, les grands textes, et il y a eu des grands auteurs qui étaient des auteurs souriants. Feydeau, notamment, incontestablement. Vous avez quitté votre répétition du Cardinal d'Espagne, ça c'est un grand texte de Monterland que vous mettez en scène en ce moment au Théâtre des Galeries, et qui démarre le 30 octobre, donc c'est bientôt. Oui. Alors vous laissez Froufrou, Dentelle et Gomina dans votre maison mère, c'est-à-dire à la Comédie. Il faut bien préciser que ça continue pendant que j'y suis. C'est ça, avenue des Frères Legrain. Et puis, à partir du 30, vous êtes le Cardinal d'Espagne, aux côtés de Jacqueline Beer, qui sera la reine, au Théâtre des Galeries. Merci, Claude. C'est moi qui vous remercie. Merci, Bernadette. Merci, Claude Voltaire. Et bon vent avec vos froufrous, vos dentelles et votre gomina. Du vent, nous n'en avons pas beaucoup pour le moment, mais la pluie, elle est bien là. Traversant discrètement notre pays pendant la nuit, les zones pluvieuses deviennent néanmoins plus actives. Celle qui nous arrive cette nuit, qui va s'accompagner d'un vent soutenu, était hier seulement au large des îles britanniques et comme vous avez pu le voir, son déplacement a été nettement plus rapide. Le ciel de la nuit va se remplir progressivement de nuages qui arroseront toutes les régions. Le risque d'orage et de rafales de vent n'est pas à exclure.
La zone pluvieuse se déplaçant lentement sur notre pays, elle va y traîner demain, vendredi, vous imposant le parapluie pendant une grande partie de la journée. Les éclaircies vont réapparaître dans les Flandres d'abord, mais il n'est pas certain qu'elles atteindront les Fagnes avant la soirée de vendredi. Les minima restent bien au-dessus de la moyenne. Ils vont se situer cette nuit entre 10 et 15 degrés. Quant aux maxima, qui aujourd'hui encore approchaient les 26 degrés, ils vont perdre quelques degrés de plus et oscilleront demain après-midi entre 17 et 21 degrés. Et nous voilà arrivés à la fin de notre journal. Je vous rappelle notre titre pour ce soir. Gorbatchev et Mitterrand sont sur la même longueur d'onde. Ils réprouvent la guerre des étoiles au moment même où les militaires américains entament avec la navette Atlantis un nouveau pas dans la militarisation de l'espace. Mais que cela ne vous empêche pas de dormir, ni d'attendre avec toute l'impatience qui convient de retrouver demain notre première édition du journal télévisé et Françoise Van de Mortel qui vous la présentera. Merci de nous avoir tenu compagnie et bonne fin de soirée à tous. Demain, RTBF1, même schéma que tous les jours de la semaine, c'est-à-dire une tribune électorale occupée par le FDF, ensuite un film et enfin un face-à-face politique. Le face-à-face politique, ce sera à 22h05, messieurs Busquin et Deleuze. Entre les deux morceaux, partie électorale, il y aura donc le film. J'ai eu l'occasion de vous en parler tout à l'heure, c'est La Boum de Claude Pinoteau, un scénario de Danielle Thompson, la fille de Gérard Houry, c'est vous dire que ça sera assez agréable et plaisant à regarder. Avec Claude Brasseur, bien sûr, tout à fait différent du Claude Brasseur que nous avons découvert ce soir dans La Crime, un père bien inquiet devant sa jeune fille qui commence tout doucement à quitter le nid familial et qui commence à s'émanciper. La maman, c'est Brigitte Fosset et la toute jeune fille, c'est bien sûr Sophie Marceau, qui était bien jeune à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, elle n'a que 18 ans maintenant, et qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps, surtout depuis son tournage avec Maurice Pialat. Le film, c'est Police, qui sort d'ailleurs sur les écrans en ce moment. Voilà, La Boum demain au programme à 20h10. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou alors une très très bonne nuit. Et qu'il soit celui de M. Van Meer. Je vous remercie. Van Meer. Je vous remercie, M. Simonet, Mme Spark. Je donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain soir pour un autre face-à-face encore. Philippe Busquin face à Olivier Deleuze. C'est Henri Cougnard qui animera ce débat. Bonne soirée. Gorbatchev-Mitterrand, mondanité et négociation. Atlantis, de belles images pour un départ secret. Notre invité ce soir, Claude Voltaire. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous accueillons en effet ce soir Claude Voltaire, dont le dernier spectacle, Froufrou, Dentelle et Gomina, vient de démarrer à Bruxelles. Claude Voltaire fête cette année ses 36 ans de théâtre, ce n'est pas rien. Mais le titre de cette dernière édition, c'est encore la visite du premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique à Paris. Détendu, souriant, parfaitement à l'aise, Mikhaïl Gorbatchev, comme d'ailleurs aussi son épouse, en sont au deuxième jour de leur visite officielle à Paris. Pour parler simplement, tout baigne. François Mitterrand est opposé au projet américain de la guerre des étoiles, et même si ce n'est pas pour les mêmes raisons que l'Union soviétique, c'est quand même un point d'acquis. Les allusions aux droits de l'homme ont laissé de marbre le numéro 1 soviétique, qui a plutôt mis l'accent sur des propositions nouvelles, et plutôt surprenantes d'ailleurs, de réduction de l'arsenal nucléaire et de limitation des armements en Europe. Mais Claude Van Engeland s'est attaché surtout pour notre dernière édition aux à-côtés du voyage de Mikhaïl Gorbatchev. Il vient de nous donner ses dernières impressions par téléphone. Pour recevoir Mikhaïl Gorbatchev et sa femme Raïssa,
La France a mis les petits plats dans les grands. Et l'accueil officiel ici à Paris est à la mesure de l'immense nation dont M. Gorbatchev est le représentant. Dans le jargon du ministère français des Relations extérieures, cela s'appelle cérémonie